m'appelle Latifa, je suis maman de deux petits garçons. Je m'occupe des journées de retrait sur Marseille. Il y a peut-être beaucoup de parents avec qui j'ai au téléphone. On travaille sur Marseille avec des mamans, Sandra, qui sont ici présentes, Hanen, qui est aussi ici présente, et Nadia, qui sont ici présentes. Et nous avons le soutien d'associations de mamans qui sont aussi présentes et qu'on remercie. Donc on s'occupe des journées de retrait sur Marseille. Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de parents pour nous aider parce qu'il y a un manque de communication entre les gens qui font les journées de retrait et nous-mêmes les responsables. Il y a un an de ça, on m'avait parlé de ce qui se passait et j'y croyais pas. Aujourd'hui, j'ai toutes les preuves qu'on vous fournira et on sait que la théorie du genre existe. On soutient Farida, on est avec elle et on a besoin de parents qui puissent nous aider. Donc pour tous les parents qui nous ont envoyé un mail, on vous répondra. Il y a mon numéro de téléphone pour tous les parents qui souhaitent avoir plus d'informations. On est là, on est à votre écoute. Sachez que tous les mois sur Marseille, on organise des journées de retrait et on essaye d'avoir des salles pour accueillir des enfants, des parents et être ensemble pour les journées de retrait. On n'est pas beaucoup, mais on espère qu'après cette réunion-là, on sera énorme. Voilà. Merci à tout le monde d'être présent et je laisse la place à Farida. Et à Farida. Donc, vous avez eu ici vous avez écouté la parole de Latifa, qui représente le comité JRE 13. Donc, vous pourrez contacter pour, bien sûr, vous organiser pour les prochaines JRE, pour garder les enfants, comment se organiser, parce que bon, c'est compliqué tout ça. Donc, il faut s'organiser avant toute chose. Vous savez que vous prenez 1000 personnes d'un côté et de l'autre d'une bataille, c'est les 1000 personnes organisées qui vont gagner. Hein. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Il faut s'organiser pour minimiser les efforts, partager les frais, etc., etc. Et à partir de là, on est 100 fois plus efficace. Donc, je vais laisser la parole. Donc, je vais quand même présenter. La COBEMA est heureuse d'accueillir Farida Belgoul aujourd'hui, initiatrice du mouvement des JRE, ainsi que Albert Ali, qui est parmi nous ce soir et qui vont nous parler un petit peu de l'organisation de ces JRE, de ce qui s'est passé, donc la journée de retrait de l'école, concernant notre combat contre l'interdiction, contre la théorie du genre. Donc nous l'avons invité et nous en sommes fiers. Nous sommes très heureux de vous voir si nombreux ici aujourd'hui. Donc je vais lui laisser la parole. Ensuite, Abdelali va parler aussi. Et en fin de nos interventions, le public pourra poser ses questions et intervenir. Et n'hésitez surtout pas. Hein. N'importe quelle question, il n'y a pas de question bête. Tout est utile, il faut traiter toutes les questions parce que c'est quand même un peu, on va dire, complexe, brumeux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On va essayer d'éclaircir tout ça. Donc merci pour votre attention et à tout de suite. Je suis vraiment très heureuse de vous voir aussi nombreux aujourd'hui à Marseille, d'autant plus qu'on peut dire qu'on revient de très loin, puisque comme vous l'avez vu à la télévision, la JRE et ma personne en particulier, puisque je les représente, ont été l'objet d'un véritable lynchage médiatique et de campagnes de diffamation d'une rare violence. Mais c'est une bonne nouvelle, ce lynchage médiatique et ces campagnes de diffamation, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a gagné. Donc le succès des JRE pour l'instant est incontestable. Nous avons recueilli les chiffres pour la deuxième journée en pleine campagne de représailles. Nous avons comptabilisé, notamment grâce aux retours qui nous sont parvenus, 17 000 enfants retirés de l'école lors de la journée de février. On n'a pas les chiffres pour le mois de janvier parce que, pour tout vous avouer, nous avons été absolument dépassés par l'ampleur du succès de la journée de janvier. Je peux quand même dire qu'à l'issue des représailles, des gens sont tombés, incontestablement des parents ont eu peur, d'autres ont préféré
rester discrets tout en soutenant dans leur cœur l'action JRE. Ils ont préféré ne pas apparaître et c'est de ça dont nous allons principalement parler aujourd'hui parce que l'avenir de la JRE, c'est pas l'avenir de la JRE, c'est l'avenir de nos enfants. Et donc maintenant, nous sommes confrontés à une question qui est à la fois simple et terrible. Est-ce que nous, les adultes, nous sommes à la hauteur, c'est-à-dire est-ce que nous allons être les parents véritablement de ces enfants, ou bien allons-nous démissionner par peur, par lâcheté, par faiblesse, et allons-nous laisser nos enfants livrés à cette théorie du genre à l'école, qui, quel que soit le gouvernement, même si aujourd'hui, en effet, c'est le Parti Socialiste qui la met en œuvre, il ne faut pas oublier que l'UMP ne sera pas de reste, quelles que soient les déclarations d'intention qui pourront être faites dans ce domaine, dans la mesure où le premier qui a fait entrer la théorie du genre à l'école, c'est le ministre de l'Éducation Luc Chappell, en 2011, quand Vincent Peillon n'était pas encore de la partie. Donc il y a, comme vous vous en rendez compte, une espèce de partie de ping-pong entre l'UMP et le PS concernant la gestion des affaires de l'État et la gestion des affaires de l'enfance en particulier. Ne vous faites pas d'illusions, la solution n'est pas dans les élections. La solution se trouve dans la responsabilité et la mission sacrée des parents. Soit vous la prenez en charge, soit, et je déplore de vous dire que vous serez déshonorés, vous la laissez tomber. Nous ne pourrons pas sauver les enfants autrement qu'en se mobilisant, nous les parents, mais aussi les grands-parents, les oncles et les tantes. Ce qui veut dire que ça fait beaucoup de monde en vérité pour assurer une défense des enfants sur laquelle je reviendrai, puisque celle-ci vous a posé, je dis vous, en termes génériques, vous a posé des problèmes dans la mesure où beaucoup d'entre vous, malheureusement, ont eu peur des représailles, ont cédé aux intimidations, ont finalement, je dirais, baissé pavillon et baissé les bras devant les pressions. J'ai reçu, il y a quelques minutes encore, un SMS d'une mosquée privée qui donc n'était pas sous les fourches codines de la mairie, qui devait m'inviter mercredi dans une conférence en direction notamment des musulmans, bien évidemment, puisqu'il s'agissait d'une mosquée. Et encore une fois, sous les pressions, les imams ont cédé. C'est la 20e fois. C'est la 20e fois que des salles ou des locaux me sont interdits parce que les responsables de ces locaux ou de ces salles cèdent à la peur et aux représailles. Si bien que je me demande une chose, c'est que si nous étions dans des endroits du monde où actuellement se déroulent des bombardements aux phosphores blancs, que ferions-nous ? Que ferions-nous si nous étions dans des pays déchirés par la guerre civile, menés de main de maître par les oligarchies que nous dénonçons confortablement ici en France, entre Carrefour, la télévision et un boulot de salarié qui finalement nous rapporte peanuts. Je suis extrêmement inquiète, en vérité, même si je trouve encourageant tout ce qui s'est passé de positif et que je ne nierai jamais, que je valoriserai de toutes mes forces, car la JRE, quoi qu'on en dise, est un immense succès. Mais je vous interpelle aujourd'hui pour la 3e journée, aurez-vous le courage de vous lever malgré les représailles? Pourquoi? Parce que la 2e journée n'a pas pu être suivie, notamment par des gens qui n'ont pas été informés à temps, en raison du fait que j'ai révélé la date 48 heures avant la tenue de la JRE. Tout simplement parce que je l'ai révélé le vendredi à 5 h pour que les gens aient le week-end tranquille pour pouvoir s'y préparer sans les pressions de l'éducation nationale. Sachez cependant que certains parents ont quand même reçu des coups de téléphone durant le week-end. Donc ça peut aller très loin. On sait par exemple qu'à Senlis, une directrice d'école a même appelé les gendarmes pour que ceux-ci relèvent le nom des enfants absents. Nous avons tout un catalogue de représailles sur lequel nous allons venir, mais qui sont vraiment dérisoires comparés à la loi, parce que nous restons quand même en France jusqu'à nouvel ordre dans un état de droit, et puis comparé aussi à la nature de ces représailles qui, franchement, à l'égard de parents dont la moyenne d'âge est environ 40 ans, est effectivement tout à fait ridicule. Vous cédez à la peur, vous cédez aux intimidations psychologiques. La réalité légale, elle est de notre côté. Et c'est ce qui me paraît extrêmement important de dire et de répéter. Ce succès ne peut pas être empêché par les intimidations. Ni la police n'ont le droit de faire ce qu'ils font, ni Vincent Peillon, ni les chefs d'établissement, ni les inspecteurs d'académie. Il suffit simplement de vous réunir ensemble, de vous encourager les uns et les autres,
voire de saisir des avocats qui vous confirmeront en termes légaux que ce que je vous dis est vrai, et de poursuivre, puisque nous sommes dans une situation, on est en train dans une situation extrêmement grave, parce qu'on est en train d'essayer de nous faire perdre de vue la finalité de la JRE. La finalité de la JRE, c'est de sauver des enfants de l'abominable théorie du genre. Et eux, ils sont en train de transformer cette finalité en une autre, c'est essayer de surmonter la peur. Notre but n'est pas de cesser d'avoir peur. Notre but est de sauver nos enfants, quoi qu'il nous en coûte. Donc vous ne devez pas perdre de vue qu'il s'agit en effet de sauver les enfants de la théorie du genre, et pour ceux qui le souhaiteraient, nous sommes en mesure de vous rappeler ici ce qu'est la théorie du genre qui soi-disant n'existe pas, mais qui consiste en un mot ou deux à faire croire à des enfants de 4 ans par exemple qu'ils peuvent changer de sexe si tel était leur désir. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation qui est pire que toutes celles que nous connaissons au travers des textes sacrés et qui peuvent nous raconter par exemple de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. À Sodome et Gomorrhe, il n'y a pas un épisode où on demande, où on sollicite des enfants de 4 ans pour les inciter à changer de sexe selon leur désir. Mais la théorie du genre, c'est pas seulement le changement de sexe, puisqu'il s'agit en effet d'en finir avec toute trace de spiritualité en Europe et dans le monde. Et la différenciation sexuelle étant la première différenciation qui a permis la multiplicité et la création de l'humanité telle que nous la connaissons, malgré effectivement sa dégénérescence avec le temps, c'est la dernière différenciation sur laquelle on peut s'appuyer aujourd'hui pour être, non seulement pour être sur la Terre, sur le plan, je dirais, horizontal, mais aussi pour être dans un rapport avec la transcendance sans lequel tout nous est retiré. Donc l'objectif de la théorie du genre est éminemment spirituel. Et cet objectif, je dirais satanique en un mot, doit être absolument aboli, si ce n'est au moins retarder le temps que nous prenions les parents du temps pour que nous puissions nous organiser autrement, éventuellement en dehors de l'école publique. C'est une chose aussi que vous aurez probablement à discuter avec moi ou avec d'autres. Donc la théorie du genre, c'est une attaque en règle, une guerre déclarée aux familles, aux pères en particulier, parce que cette théorie se présente comme étant une idéologie qui vient là au secours des femmes dominées par les hommes. Il faut savoir que nous avons en vérité un raisonnement qui est totalement inversé. C'est la figure de l'homme qui est attaquée, c'est la figure et le sang du père qui doit être définitivement éliminé pour ces gens-là, puisque le père, au nom de Dieu, c'est le protecteur de la femme et des enfants, que cela plaise ou pas. Et nous connaissons aujourd'hui justement des situations familiales et sociales et culturelles qui sont désastreuses, puisque pour des raisons historiques sur lesquelles je ne reviendrai pas, le père s'est considérablement affaibli dans la société moderne. Et c'est cet affaiblissement qui fait qu'aujourd'hui, les femmes sont un peu plus esclaves d'une réalité extérieure à celle de leur famille et qui ne sont pas en mesure de pouvoir défendre leurs enfants. Quand je dis ça, je devrais quand même relativiser, parce que dans le cadre des JRE, c'est beaucoup les mamans qu'on a vues et beaucoup moins les hommes. Donc j'appelle justement, et c'est significatif, c'est tout à fait à l'image de la destruction de l'homme et du père et du frère qui est en cours et qui est déjà bien entamée, que ces JRE, puisque nous voyons sur le front surtout des êtres humains de sexe féminin, tant que le sexe existe, et les êtres humains de sexe masculin sont encore extrêmement absents. Nous ne gagnerons pas sans vous, messieurs. C'est impossible. Il faut impérativement que les hommes, aux côtés de leurs épouses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que souvent l'homme ne veut pas se mettre au charbon avec la femme parce que celle-ci serait mauvaise. Admettons, le but n'est pas d'améliorer votre épouse, mais de sauver vos enfants. Et je dirais que pour les femmes, la problématique est exactement la même. L'objectif n'est pas d'améliorer votre mari, mais de sauver vos enfants. Et vous verrez que lorsque unis l'un et l'autre pour sauver vos enfants, eh bien vous vous entendrez beaucoup mieux et vous trouverez à chacun d'entre vous des qualités que vous n'avez pas soupçonnées. Vos enfants, la défense de vos enfants vont aussi sauver votre couple et vos familles. C'est extrêmement important de le comprendre. En ces périodes préélectorales à l'égard de laquelle personnellement je me désintéresse complètement, on est à la recherche ici et là, et en particulier dans l'immigration, mais pas seulement de candidats au municipal pour faire des conseillers municipaux. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, les enfants ont besoin de conseillers conjugaux et non pas de conseillers municipaux.
pour que papas et mamans puissent s'entendre et venir à leur défense et prendre fait et cause partout où ils sont attaqués, en particulier à l'école, ils ont besoin de leurs parents. Je ne crois pas que les conseillers municipaux aujourd'hui ont un programme qui consisterait à sauver le couple et à sauver le mariage homme-femme, puisque nous avons vu que nos élus, malheureusement, à quelques exceptions près, sont tous aujourd'hui destinés, prêts, à mettre en application la loi Taubira, qui, je le répète, et tant pis pour ceux qui me désigneront comme réactionnaire, est une loi absolument hérétique. Et j'emploie le terme à dessein. C'est totalement hérétique. On ne peut pas considérer que le mariage prétendu de deux hommes ou de deux femmes peut constituer un cadre pour élever des enfants. Figurez-vous que dans certains ouvrages jeunesse aujourd'hui, on propose même aux enfants de 4-6 ans que le cadre familial soit élargi à de véritables partouzes. Excusez-moi le terme, mais c'est pourtant bien le cas. Je vous montrerai tout à l'heure un petit livre destiné aux enfants qui le montre. On propose comme cadre familial des familles composées de 2 hommes plus de 2 femmes. Donc nous allons vers un monde dans lequel nous allons disparaître. Nous ne pourrons pas, nous, ici, supporter un monde pareil, et nous allons livrer à ce monde insupportable pour nous, nos enfants qui sont totalement innocents, et à l'égard desquels nous porterons une responsabilité phénoménale devant Dieu et devant les hommes, puisque nous n'aurons pas eu le courage d'affronter des institutrices, des directrices et des inspecteurs d'académie. Parce que jusqu'à nouvel ordre, Vincent Payon n'est pas venu lui-même frapper à votre porte. Donc, jusqu'à nouvel ordre, vous devez, je vais faire l'expérience pour le mois de mars, vous levez, quel qu'en soit le prix. Lorsque j'ai choisi comme devise pour les JRE, vaincre ou mourir, je veux bien dire vaincre ou mourir. C'est-à-dire que si nous ne gagnons pas, nous verrons nos enfants être sacrifiés sous nos yeux. Nous reviendrons probablement dans le cadre du débat sur cette question des représailles et du combat à mener dans le cadre des JRE. Le combat, il est très simple en vérité. Il suffit de ne pas aller à l'école le jour de la JRE et de le justifier par 2 motifs au choix, puisque maintenant je vous en donne 2. Soit vous assumez que vous faites la JRE, soit vous avez la possibilité de vous cacher vers un motif entre guillemets légal, qui est la fameuse réunion solennelle de famille. À la 3e journée, maintenant, selon l'expérience que vous avez eue au cours des 2 premières, si vous avez eu l'expérience des 2 premières, vous allez donc pouvoir choisir l'un ou l'autre motif. Et je vais vous donner la date 1 semaine avant. C'est-à-dire que, de 2 choses l'une, soit en 1 semaine, vous avez réussi à vous lever et entraîner avec vous tout le monde, soit en 1 semaine, tout le monde va tomber. Donc la prochaine JRE de Marseille, d'une importance décisive. Est-ce que vous allez supporter, puisqu'on m'a demandé de donner plus de jours pour que les gens soient en situation de mieux s'organiser pour effectivement aller à la JRE, ou bien est-ce que c'est 1 semaine durant lesquelles vous allez subir les représailles et je vais vous voir les uns et les autres, les uns après les autres, y céder. La démonstration sera faite au courant du mois de mars, lorsque je lancerai la date, que je ne lance pas maintenant, bien évidemment. Je n'ai pas envie de leur donner tout de suite le jour. Deuxième point que je voulais aborder, c'est la question de l'autonomie du mouvement des JRE. Il me paraît extrêmement important d'en dire un mot, pas trop longuement, mais j'entends ici et là sur le net des gens, des groupes ou des individus se prétendent être derrière moi. Alors, je vous le dis tout go, il n'y a personne derrière moi. Évidemment, vous pouvez ne pas me croire sur parole, mais j'ai un parcours qui date d'il y a 30 ans, et ce qui caractérise mon parcours et ma personnalité dans les combats que j'ai pu mener, certains, vous n'êtes même pas au courant, puisqu'ils n'ont jamais été médiatisés, ça a été l'autonomie totale. Il faut que vous sachiez que dans les années 80, j'ai eu des possibilités d'être corrompu à plus que vous ne pouvez l'imaginer, et que je l'ai toujours refusé, que j'arrive aujourd'hui à 55 ans avec un objectif. Je dis toujours devant Dieu et devant les hommes, c'est de sauver les enfants, c'est pas à 2 doigts de la mort d'aller me corrompre avec les uns ou avec les autres. Cela ne m'intéresse pas. Et si j'avais la possibilité, en effet, de me faire valoir pour un intérêt personnel, eh bien je ne lancerais pas de JRE en France. Je vous garantis que je trouverai une autre initiative tout à fait gentillette, propre à la pensée unique et avec laquelle je fricoterai avec les journalistes. Or, comme vous le savez,
Je refuse que les journalistes officiels, ceux du pouvoir, les mainstream, se mêlent de rapporter les faits et actes de cette JRE, car je les boycotte pour des raisons que j'ai déjà expliquées et sur lesquelles je ne reviendrai pas. Parallèlement, je favorise entièrement les médias libres et indépendants parce que je suis consciente qu'à terme, Internet est menacé et qu'il me paraît important aujourd'hui de vous faire savoir et de vous faire connaître l'existence de ces différents médias pour que, éventuellement, le jour où nous serons en situation de devoir les défendre, eh bien, nous saurons pourquoi nous avons à les défendre et la JRE aura éminemment contribué. D'autre part, mon rapport à l'argent. Parce qu'un mouvement populaire et familial, c'est forcément un rapport à l'argent. Et on l'a vu dans l'histoire, des mouvements comme ceux-là peuvent rapporter beaucoup d'argent à ses initiateurs. Sur cette question, j'entends être extrêmement clair, j'interdis toute manipulation d'argent dans le cadre des JRE. Je ne veux pas que l'argent soit un mobile de la mobilisation dans le cadre des JRE. Je ne veux pas de produits dérivés JRE. Je ne veux pas que les JRE servent à quiconque, y compris à moi bien évidemment, ça fait partie de la charte que j'ai définie et à laquelle évidemment je me soumets. Je ne veux pas qu'il soit question d'argent dans les JRE, sauf pour des fonctionnements tout à fait ponctuels, comme par exemple lorsque les salles sont l'objet de location parce qu'elles sont privées. À ce moment-là, vous pouvez bien évidemment, pour rembourser les organisateurs qui ont trouvé cette salle, donner un petit péco pour que la location soit prise en charge collectivement. Éventuellement, on peut faire aussi des petites quêtes pour avoir des tracts, mais il est mieux encore d'essayer de trouver des gens qui vous font des tracts gratuitement. C'est tout à fait possible. Pour du matériel, il faut aussi faire appel à tout ce que vous pouvez comme don en nature pour le fonctionnement. Mais il est hors de question que nous distribuions de l'argent dans le cadre des JRE. Ce qui veut dire en clair que si quelqu'un vous dit, comme je l'ai entendu quelque part, que je faisais appel aux dons par l'intermédiaire de un tel et qu'il fallait lui donner de l'argent pour moi, c'est pas vrai. C'est absolument faux. Je ne fais pas du tout appel aux dons et je considère comme acte délictueux le fait qu'au nom de la JRE, on fasse appel aux dons. Ce qui, je le répète, ne doit pas vous empêcher parfois d'être solidaire sur des modiques sommes pour vous permettre de louer des salles ou d'avoir du matériel d'information. En ce qui concerne maintenant les représailles, donc j'en ai parlé, je le laisse en discussion pour les questions qui nous seront posées tout à l'heure, mais je voudrais faire quand même l'information suivante. C'est que j'ai décidé, et je m'en occuperai à mon retour de Marseille, bon je dois passer à Lyon après, mais je m'inquiéterai de ça à mon retour à Paris, de poursuivre en procès, je ne dirais pas qui ici, tous au moins un média qui m'a décrit comme étant une militante d'extrême droite. Donc maintenant, ça suffit, c'est terminé, je ne laisserai plus passer ce genre de choses, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper jusqu'à présent, mais je veux que vous sachiez et que vous colportiez partout que tous ceux qui vont se permettre, à partir de maintenant, de me désigner, moi ou mon mouvement, comme étant une personnalité ou un mouvement d'extrême droite ou à voir avec l'extrême droite d'une manière ou d'une autre, que je les poursuivrai en justice et que je gagnerai. Mon parcours étant ce qu'il est, il est absolument impossible que je perde devant un tribunal. Donc vous verrez cette application sur l'un des médias que j'ai choisi parce qu'ils ont été jusqu'à effectivement, explicitement à la télévision, me désigner comme militante d'extrême droite. Figurez-vous sur cette question que depuis 30 ans, je ne suis ni à droite ni à gauche, que je ne vote pas, que je n'ai jamais voté, que je n'appellerai pas à voter pour qui que ce soit, et que ma problématique, je dirais politique à moi, c'est de considérer que nous devons les uns et les autres en tant qu'adultes, mais je ne sais plus s'il reste des adultes dans la société moderne, c'est quand même aussi quelque chose qu'il va falloir démontrer. Je pense que les adultes, en dehors de la sphère électorale avec laquelle ils feront ce qu'ils voudront, doivent reprendre le contrôle de leur vie dans tous les domaines, et en particulier à l'égard de l'éducation de leurs enfants. Ce qui m'amène directement à vous dire que la JRE n'est pas seulement une initiative positive, n'oubliez pas qu'elle est positive, c'est-à-dire qu'elle est pour l'interdiction de la théorie du genre à l'école, c'est une initiative qui veut aussi mettre le débat sur la question de l'appellation du ministère de l'Éducation nationale et restaurer l'appellation d'instruction publique, puisque, en vérité, comme nous le constatons, il ne s'agit pas seulement d'un changement de nom, mais d'un véritable changement de mission. Nous sommes, avec l'Éducation nationale, dans une procédure étatique qui est intrusive,
autrement dit totalitaire, et nous devons remettre l'État à sa place concernant nos enfants, c'est-à-dire que si on leur donne le droit de les instruire, c'est encore quelque chose qui pourrait en effet être discuté, mais admettons, nous ne leur donnons pas le droit de les éduquer à notre place, surtout pas pour en faire ce que l'ABCD de l'égalité entend faire à nos enfants dans le primaire, mais aussi avec ses ramifications au collège et au lycée. Puisque la première tentative de la théorie du genre à l'école publique a été menée contre des élèves de seconde, puisqu'en biologie, dans la fameuse matière SVT en 2011, Luc Châtel avait introduit un nouveau chapitre qui s'intitulait « Devenir homme ou femme », comme si on ne l'était pas de toute éternité, pour toute l'éternité. Le devenir, c'est donc de faire penser aux élèves, donc à nos adolescents, que le changement de sexe est possible. Et j'ai le regret de vous dire que, pour en avoir parlé à un certain nombre d'enseignants, en particulier de gauche, puisque quasiment les enseignants sont de gauche, beaucoup d'entre eux m'ont répondu « Mais si on rentre dans une époque formidable, Farida, pourquoi est-ce que tu t'énerves? On va pouvoir changer de sexe plusieurs fois dans sa vie. » Voilà qui nous confions nos enfants. Donc là, il y a un véritable problème. Comme vous le savez, je fais l'école à la maison. Je n'ai pas attendu la théorie du genre pour faire l'école à la maison. J'ai fait l'école à la maison pour des problèmes qui relèvent, que j'avais évidemment découvert au sein de l'école. Et je n'ai pas été la seule à découvrir les problèmes de l'illettrisme et le fait que l'école fabriquait de l'illettrisme et de l'échec scolaire. Une question sur laquelle il faudra aussi revenir un jour ou l'autre. C'est pour ça que nous devons aujourd'hui, et sur laquelle nous avons perdu, parce que les parents ne se sont pas mobilisés. Lorsqu'en 2008, j'ai lancé l'opération RAID et que j'ai fait tout de mon côté sur le plan individuel pour essayer de sensibiliser les associations, les parents, les syndicats, les quartiers, pour qu'en effet on se mobilise sur la question de l'illettrisme, je n'ai vu arriver personne. Tout le monde a considéré que ce n'était pas un combat à mener. Maintenant, nous avons perdu la question du combat contre l'illettrisme et le harcèlement ne cesse pas, puisqu'il nous vient maintenant la théorie du genre avec ce que vous savez qui est proposé dans notre dos pendant que nous travaillons à nos enfants. C'est extrêmement, extrêmement grave. Donc, pour gagner, je crois qu'il faut faire des alliances. Et ce ne seront pas seulement que des alliances de circonstances, même si elles doivent démarrer en étant des alliances de circonstances, je crois qu'elles doivent sincèrement se transformer avec le temps comme étant d'authentiques alliances de principe. Et ces alliances authentiques de principe concernent au premier chef les musulmans et les catholiques et les musulmans. Je n'exclus pas les athées, je n'exclus pas les agnostiques et je n'exclus pas les juifs. Mais je veux dire qu'il y a éminemment, et nous le voyons dans la JRE, parce qu'avant la JRE, il y a eu la manif pour tous. Nous savons tous que la manif pour tous a été, grosso modo, globalement composée de catholiques. Et nous savons que pour la JRE, grosso modo, a été composée de musulmans. Donc les forces vives aujourd'hui, ce sont bien, sans exclure les autres, les musulmans et les catholiques, au sens où ils pourraient être le moteur, la locomotive qui pourrait emporter l'ensemble des différentes catégories sociales et, je dirais, idéologiques de ce pays. C'est une responsabilité islamo-catholique aujourd'hui en toute ouverture à l'égard des autres. C'est cette responsabilité-là qui doit être assumée. Et qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'exclus personne, même si je suis toujours prête à exclure. Attention, moi je ne suis pas quelqu'un qui ait peur comment dirais-je, des conséquences de mon engagement. Donc l'Alliance, je viens de vous en parler, la conférence de presse qui a eu lieu notamment avec Albert Ali, qui a eu la gentillesse de bien vouloir accepter mon invitation de venir à Marseille pour vous rencontrer alors qu'il avait 1000 choses à faire, a été franchement un grand succès et je viens d'avoir un SMS de Madame Boutin qui me dit que à la sortie de la messe ce matin, eh bien, les catholiques qui l'ont croisé l'ont félicité chaudement d'avoir été justement dans cette convergence avec les musulmans. Et de ce point de vue, je voudrais qu'on applaudisse la convergence islamo-catholique. Attends. Voilà. Donc cette convergence islamo-catholique doit effectivement faire converger tout le monde.
Et le moteur, ce sera celui-là, et nous en recueillerons des fruits qu'on ne soupçonne pas encore et qui pourront aller bien au-delà de tout ce qu'on imagine. Il y a une chose sur laquelle je voudrais conclure mon propos avant de passer la parole à Albert Ali. C'est que cette théorie du genre, elle avance au nom de l'égalité, et que le problème est bien là. C'est que ce mot est extrêmement valorisé aujourd'hui en France et même dans le monde entier. On imagine derrière une espèce de paradis sur Terre s'il était appliqué. Mais force est de constater que lorsqu'on parle d'égalité, on ne parle pas de complémentarité. Et d'ailleurs, dans les textes officiels, l'objectif est dit noir sur blanc, il est question de déconstruire la complémentarité. Déconstruire la complémentarité, ça veut dire bousiller l'homme et la femme, hein, en gros, pour aller très vite. C'est-à-dire que nous en sommes aujourd'hui à ce que des gens se prennent pour Dieu lui-même et considèrent qu'ils peuvent refaire le monde à leur image à eux. C'est-à-dire, comme dirait Salim, à leur image de dégénérés. On a dit qu'on ne le disait pas. On a dit qu'on ne le disait pas, mais je le dis qu'une fois. Donc, je vous propose que on substitue le débat sur l'égalité à un débat vers la complémentarité, parce que c'est le débat le plus, je dirais, le plus de bon sens. Un homme et une femme sont complémentaires, et l'homme et la femme ne sont pas les seuls complémentaires dans l'univers. Il y a d'autres instances qui le sont. Les classes sociales peuvent l'être, figurez-vous. Les religions peuvent l'être. Les cultures peuvent l'être, etc. Donc nous devons impérativement restaurer déjà, parce que je crois qu'on l'a perdu de vue, cette notion de complémentarité entre l'homme et la femme. Et vous verrez que la théorie du genre, dès lors qu'on l'aura sortie, extirpée de nous-mêmes, on parviendra à la vaincre à l'extérieur de nous, parce que le problème, il est là, c'est que la théorie du genre est en nous. Si elle n'avait pas été en nous, elle n'aurait pas pu, elle ne pourrait pas s'imposer plus violemment encore de l'extérieur. Donc j'appelle les hommes et les femmes à se réconcilier d'une manière ou d'une autre. J'appelle à la nouvelle profession de conseillers conjugaux traditionnels. S'il y a des vocations dans la salle, on pourrait en discuter. J'appelle à ce que des réunions, effectivement, se tiennent sur les JRE et que soit évoquée la question de la restauration du ministère de l'Instruction publique, mais aussi que le débat sur la complémentarité de l'homme et de la femme prête toute la place et qu'on en finisse avec les fausses égalités qui conduisent à ce que nos enfants finissent par être sacrifiés. En un mot, pour toujours, pour nos enfants, vaincre ou mourir. Bien, bonjour à tous, salam alaikum, shalom. Voilà, tout est possible. C'est l'œcuménisme aujourd'hui, on se retrouve tous et c'est très bien. Et c'est vrai que ça me fait chaud au cœur de venir à Marseille parce qu'il y a un peu de soleil. Mais au-delà de ça, effectivement, la salle nous donne de l'espoir parce qu'on a, dans tous ces visages lumineux ici présents, attentifs et motivés, une photo, un instantané de la France qu'on aurait toujours voulu, cette fameuse France Black Blanc Beurre qu'ils nous ont vendue tout en nous mentant. Nous avons effectivement des Français autochtones aux plus anciens, des Français récents. Nous avons aussi des étrangers, peut-être même quelques clandestins planqués au fond, mais c'est pas grave. On a Marseille, il n'y a pas de problème. On a aussi effectivement des mamies, des grands-mères. On a même des mamans venues enceintes. Bon, j'espère que quand leur petit accouchera, la théorie du genre sera terminée. Il n'aura pas à la subir. Elle sera interdite. On a effectivement une population ici qui représente finalement ce que c'est que le peuple de France. Et effectivement, il y a deux grandes causes dans l'histoire française qui mobilisent les masses, toutes les classes sociales et tous les Français, quelles que soient leurs origines. C'est globalement quand on touche ou à leur pain ou à leurs enfants. Et je pense qu'effectivement, pour ces deux sujets aujourd'hui, il y a de quoi se mobiliser. J'introduirai mon propos d'abord en rappelant effectivement que Farida, vous avez remarqué que je l'appelais Tata Farida et les médias mainstream l'ont repris pour certains. C'était une boutade, mais c'est vrai. Hein, vous savez que la tante, ou en tout cas le proche parent, quand une maman est
est injuste avec ses enfants ou n'est pas à la hauteur, on met ses enfants sous tutelle, on les place chez un parent le plus proche. Et je disais effectivement que Tata Farida, aujourd'hui, avec les JRE, d'une certaine manière, nous permet d'éviter à nos enfants qui sont avec leur mère adoptive Marianne de subir son irresponsabilité. Donc avec Farida, effectivement, on s'est rencontrés quasiment cet été, enfin l'été dernier. On a échangé pas mal puisqu'effectivement on partage le souci commun de l'instruction et des questions scolaires. Puis, bon, bien sûr, elle s'est engagée sur la bataille de l'usure, qui n'est pas sans lien avec notre affaire. Puis, effectivement, en fin d'année est venue la question des JRE, et effectivement, je l'ai rejoint assez vite parce que je considère que, comme je l'ai cité dernièrement, que c'est pour moi la mère de toutes les batailles. C'est une bataille qui, pour une fois, réveille et unifie les rangs des forces françaises authentiques, des Français du quotidien, qui sont encore restés vivants, qui ont encore conscience de leurs sentiments, de leurs responsabilités de parents, qui sont conscients des enjeux, comme je pense vous pouvez l'être pour la plupart d'entre vous ici, et qui ont senti instinctivement, même s'ils n'ont pas effectivement tous les dossiers que Salim a ici, qui ont senti que quelque chose se passait. Et quand Farida dit effectivement que quelque part, si la théorie du genre arrive aujourd'hui, c'est que quelque part on l'a en nous, c'est vrai que ce que les élites dirigeantes d'un pays, d'une nation font est toujours en lien avec ce que le peuple peut leur laisser faire. Moi, je me souviens, il y a quasiment une dizaine d'années, j'écrivais à l'époque, c'était la bataille sur la question du foulard musulman à l'école, etc. Et j'avais remarqué une chose, c'est que dans les magazines de mode à l'époque, on faisait la promotion de la marque Tami, qui avait sorti un string pour gamines de 10 ans. Nous sommes en 2004, il y a 10 ans. Donc on parle de la théorie du genre à l'école aujourd'hui. Mais il y a 10 ans, Tami sortait une marque de string, parce qu'à l'époque, c'était effectivement la mode du jean taille basse et du sous-vêtement qui dépasse. Et pour des gamines de 10 ans, on avait fabriqué ce type de produit. Après quelques associations catholiques, encore une fois, puisque les musulmans dormaient déjà à l'époque, s'étaient mobilisés et ils ont fait l'effort de modifier la taille la plus basse, enfin la plus petite, en commençant par finalement 12 ans. Voilà. Donc pour vous dire que finalement, cette question de la théorie du genre à l'école qui n'existe pas, et malheureusement nous avons beaucoup de gens aujourd'hui, que ce soit chez les catholiques, que ce soit chez les familles de manière générale, et même dans beaucoup de mosquées. Elle vous a cité l'exemple, Farida, de plusieurs mosquées qui finalement se sont dégonflées à l'invité, pensent que c'est quelque chose que, bon, un espèce de fantasme, que c'est un délire, c'est du complotisme, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons affaire effectivement à des élites dirigeantes qui ne cachent pas leur projet de société. Lisez le livre de Payon. Lisez-le. Il dit quoi? Il dit que nous avons réussi la révolution politique, c'est-à-dire que nous avons désarçonné l'Église, nous l'avons sortie du champ politique avec la Révolution française. Avec 1905, ils ont retiré à l'Église le quasi-monopole qu'elle avait depuis des siècles. Ce n'est pas les républicains qui ont inventé l'école libre et gratuite. Sous Charlemagne, déjà, il ordonnait aux abbayes, aux moines, aux évêques locaux de développer effectivement l'instruction. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a un héritage extrêmement important de l'éducation et de l'instruction via les structures traditionnelles de l'Église. Donc en 1905, on retire à l'Église sa capacité d'éducation et d'instruction des enfants. Puis vient l'après-guerre et les grands programmes de transformation de la société. Le féminisme, bien sûr, en arrière-plan. En mai 68, c'est l'autorité parentale qui est bousculée. Et aujourd'hui, dans cette logique continuelle que Payon appelle la révolution inachevée, on en vient aujourd'hui à s'attaquer à des fondamentaux de la nature, c'est-à-dire que comme, parce que je m'intéresse beaucoup aux questions agricoles, comme on brevette le vivant, et on interdit aujourd'hui aux agriculteurs de semer, c'est-à-dire que la graine qui porte la vie n'appartient plus aujourd'hui aux agriculteurs qui sèment, et qu'on pousse les agriculteurs à la culture hors sol. Sur le plan humain et civilisationnel, on est en train de dire que finalement, il faut poursuivre cette révolution de la transformation de la société pour que, même sur la question des évidences, à savoir l'identité sexuée, sexuelle, qui est le fruit de la génétique et de la biologie, nous sommes capables de dépasser ça. Il faut lire ce qu'ils disent. Ils annoncent clairement leur vision de la société et ils la défendent. Le seul problème, c'est qu'effectivement, en tant que parents, nous sommes embarqués
dans le quotidien, dans le métro, boulot, dodo. Nous allons chaque matin confier 250 jours par an, pendant 17 ans, pendant au moins 15 ans, on va dire, nos enfants à une institution scolaire qui a une histoire particulière aujourd'hui, qui sait très bien que l'instruction, l'éducation, c'est beaucoup trop sérieux pour qu'elle reste démocratique et populaire. La télévision et les médias, c'est beaucoup trop sérieux pour réellement être libre et indépendante. Les premières presses indépendantes dès le 19e siècle étaient déjà sous la mainmise des banquiers. Ce n'est pas nouveau. Donc il y a des institutions comme celle-là, les médias, l'école, la politique, qui sont des institutions qui ont telle influence sur l'avenir, sur le modèle de fonctionnement de la société dans le futur, que c'est trop sérieux pour la laisser au libre arbitre et à la libre décision populaire et démocratique. Donc, c'est un leurre. Et aujourd'hui, sur ces questions-là, il faut bien comprendre une chose, c'est que nous sommes devant un moment charnière de notre histoire. C'est que comme on touche aux enfants, en fait, ils se sont permis d'accélérer un peu leur projet. C'est-à-dire qu'ils se sont attaqués aux enfants dans la foulée du mariage pour tous, croyant que le peuple français était suffisamment anesthésié, que les classes populaires avaient renoncé d'une certaine manière à la bataille, qu'on pouvait aller plus loin et continuer ce projet de transformation de la société qui est très ancien, c'est-à-dire faire de l'homme la mesure de toute chose. L'homme est le centre de tout, et cet homme qui subit les contingences de la nature, cet homme qui a évolué différemment de la femme parce qu'il avait plus de muscles et qu'il chassait le premier, et que donc comme il chassait le premier, il était plus musclé que la femme, cette pauvre femme qui subit la contingence de la maternité, un jour il faudra leur faire dépasser cela. C'est pour ça que finalement, celles qui ont raison, ce sont les féministes les plus radicales, comme Yacoub par exemple, Marcella Yacoub, qui dit « mais les gens ceux qui parlent de la théorie du genre, mais c'est des délires, ils me font peur, ils ne vont pas assez loin. Il faut dépasser le sexe, il faudrait qu'il y ait non pas plusieurs genres, mais que chacun devienne un genre. Pourquoi se soumettre à la détermination biologique voulu par sa génétique, par son utérus, etc. Pourquoi devrions-nous continuer à enfanter si demain on peut, par l'évolution scientifique, combler cette différence qui existe entre les hommes et les femmes pour qu'il n'y ait plus ni homme ni femme et que ce ne soit plus à la femme d'enfanter? Et pourquoi l'homme qui voudra enfanter ne pourrait-il pas jouir aussi de ce plaisir extraordinaire de la maternité? Pourquoi pas? Mais ce sont des choses qui sont... Ce n'est pas un délire que je suis en train de vous dire. Vous lisez leurs articles de presse, vous lisez leurs essais, ils vous disent clairement. Et pour revenir donc à notre ministre, il dit effectivement qu'il faut achever la révolution. Et cette révolution qui a eu lieu sur le plan politique, sur le plan des institutions de l'Église qui ont été confisquées par les Républicains, aujourd'hui, nous devons terminer cette révolution pour complètement séparer l'enfant de ses déterminations familiales, biologiques, culturelles, religieuse. Donc, un enfant sans Dieu, un enfant sans parents, un enfant libre de choisir ce qu'il peut devenir. Et ça rejoint bien sûr, en arrière-plan, tout le pédagogisme officiel depuis ces 40 dernières années au sein de l'école républicaine, qui consiste à dire qu'effectivement, l'enfant peut construire ses propres savoirs et qu'il est finalement autonome jusqu'au bout et l'auteur de sa propre science et de sa propre connaissance. Donc demain, il sera aussi auteur de son propre sexe. Moi, je sais qu'effectivement, sur le terrain, nous sommes à un seuil critique. Dans les différentes communautés, que ce soit chez les catholiques, chez les musulmans et leurs diverses communautés d'origine, chez les humanistes, les agnostiques, il y a effectivement des avis partagés. Aujourd'hui, il y a une mobilisation qui monte, mais les gens sont encore dans le doute. Salim, tout à l'heure, fera l'effort de nous combler les lacunes que certains n'auront pas, mais je constate que même quand on montre effectivement les arguments, un certain nombre de personnes, malheureusement beaucoup chez nous autres musulmans dans nos institutions musulmanes, et je le sais qu'ici aussi c'est le cas à Marseille, où nous avons des imams et des leaders et une classe politique musulmane qui n'osent pas s'attaquer à cette question, qui sont pour beaucoup dans le déni, qui finalement, mais non, c'est peut-être exagéré, etc. Nous sommes effectivement dans ce déni, et beaucoup de gens le sont, parce que finalement, on ne veut pas voir que cette théorie du genre est quelque part partout au-delà de l'école. Et que si aujourd'hui elle s'attaque aux innocents même que sont les enfants, pour beaucoup, on est dans le déni parce que finalement, elle nous a aussi absorbés nous-mêmes. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de la marque de vêtements, mais elle l'est un peu partout aujourd'hui, à travers ce qu'on mange, à travers la façon dont on s'habille, à travers les émissions de télévision, tout ce système de consommation dans lequel aujourd'hui nous sommes installés
nous a habitués finalement à des choses qui sont devenues évidentes pour nous, mais qui en vérité sont du même ordre, sont de cette même problématique de l'uniformisation, de la fin des évidences, de la fin des fondamentaux, de la fin des traditions. Alors si les JRE peuvent être l'occasion, aujourd'hui, de réconcilier les Français de toute origine, de réconcilier les classes sociales de tout niveau, des classes populaires jusqu'aux aristos et autres, et à la bourgeoisie versaillaise que notre grande sœur Farida a pu aller rencontrer et qui voit, vous savez, il y a un abbé à Paris qui a dit « Jeanne d'Arc est de retour, elle est musulmane et elle s'appelle Farida ». Donc, pour qu'un... Aujourd'hui, pour qu'un abbé puisse dire ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Nous avons franchi véritablement un cap. Ça fait des années, notamment à travers mes interventions et au travers de ce qu'on a pu entendre sur le web, qu'effectivement, beaucoup d'élites catholiques disent « Oui, mais cette alliance, cette rencontre des traditions religieuses, on l'attend, mais bon, c'est pas très clair. Les musulmans, de toute façon, seront toujours enfermés dans leur coin. Les catholiques sont dépassés, sont vaincus, etc. » Or, nous avons démontré à travers ce mouvement des JRE qu'il est possible de mobiliser les foules, de mobiliser les parents parce qu'on touche à la chair de la chair. Et qu'effectivement, il y a en arrière-plan un sentiment de fin de parcours. C'est-à-dire que si on ne se relève pas maintenant, on sent intuitivement qu'on mettra les deux genoux définitivement par terre. Et donc, c'est l'occasion de tester et de voir si effectivement nous sommes capables d'aller jusqu'au bout de cet éveil. Le point de rupture va arriver, c'est-à-dire que lorsqu'on arrivera à mobiliser suffisamment de monde, lorsque nos imams endormis dans les mosquées prendront conscience, lorsque les présidents des associations des différentes traditions françaises, religieuses, musulmanes, catholiques, juives, etc., prendront conscience des enjeux derrière cela. Quand les associations de quartiers classiques qui sont dans l'antiracisme institutionnel depuis 40 ans, que Farida a pu connaître très tôt et a vu à quel point c'était une impasse, quand ces institutions-là pourront aujourd'hui comprendre que sans ce combat, leurs propres préoccupations militantes n'auront plus de sens, à quoi bon militer contre l'antiracisme si demain il n'y a plus de racisme parce que tous les gamins seront dans des bars LGBT à se faire des bisous et à se dire finalement on est tous égaux et qu'il n'y a ni garçon et ni fille, ça n'a plus de sens. Donc aujourd'hui nous sommes pour le mois de mars, pour le mois d'avril, sur une échelle de temps où on peut atteindre le point de rupture. C'est-à-dire le point où il y a tellement de monde mobilisé, et aujourd'hui on le voit sur le net, vous voyez même des gens comme Finkielkraut, comme Éric Zemmour, comme un certain nombre de journalistes, un certain nombre d'hommes politiques. On a vu Copé se saisir de l'affaire, il a été un peu frileux, il n'a pas été jusqu'au bout, mais il a quand même sorti le livre dont on parlera peut-être tout à l'heure, Tous à poil. Et donc, voilà, les hommes politiques aussi de l'opposition commencent à se dire, tiens, il y a peut-être un créneau à prendre. C'est à nous aujourd'hui de mobiliser les gens sur le terrain, de ne pas avoir peur, d'entrer dans l'espérance, réellement. Parce que l'espérance, c'est nos enfants, nous avons fait des enfants parce que nous avons l'espoir dans le futur. Et ce sont ces enfants à qui nous allons léguer nos institutions, nos combats militants, nos mosquées, nos églises, nos journaux, nos écoles et l'école de la République elle-même. Ce sont nos enfants qui vont en hériter. Alors de deux choses l'une, où on prend le temps pour ceux qui sont encore incrédules ou qui sont encore dans le doute de prendre connaissance de ce véritable projet de transformation qui existe, et ce n'est pas nouveau. Allez regarder sur le net, vous verrez que la question de l'enfant est quelque chose de très particulier. Il y a presque une mystique derrière cette question-là. Les enfants sont l'objet d'une idéologie pédomilitante qui est très ancienne. C'est parce que dans les années 80, le contexte n'était pas favorable. Sinon, vous savez que dès la fin des années 70, beaucoup d'intellectuels, d'hommes politiques, notamment de gauche, qui sont encore aujourd'hui présents, ont milité pour cette idée que l'enfant, il a un corps qui est capable aussi d'émotions, qui peut aussi vivre des moments de plaisir. Et c'est anormal, injuste, que nous, les adultes, nous l'en privions. Libération, vous avez dans Libération de 1979, dans les années 80, vous avez les fameuses émissions de Pivot, où vous avez des militants
de militants de la pédophilie et des militants pédophiles qui considéraient qu'effectivement, en intellectualisant toute la démarche, que l'enfant effectivement doit être au centre d'un projet de société d'éducation, d'animer et de pousser cet enfant à découvrir le pouvoir érotique de son corps, et ils assumaient en direct qu'ils en étaient les acteurs. Après, il y a bien sûr les années 80, où ils ont même créé le Front de libération des pédophiles. Ça existait, hein, où ils écrivaient des pleines pages dans Libération pour répondre, comme Jacques Duguay, pour répondre aux juges qui l'avaient condamné pour avoir effectivement abusé d'enfants, considérant que non, c'était de l'éducation. Donc cette question de l'éducation, de l'enfant et de tout ce qui touche aux troubles de l'identité sexuelle, du genre, etc., c'est quelque chose de très ancien, qui est complètement lié à la dimension libertaire de mai 68 et à cette idée qu'effectivement il faut transformer l'homme. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un moment historique. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation où les parents ont pris conscience, les informations circulent sur le net, les vidéos sont nombreuses, et nous avons un mouvement comme les JRE qui est un mouvement en vérité d'une efficacité extraordinaire, parce qu'il est simple. Il est simple. Il n'y a pas besoin d'organisation politique, de statut, de... C'est très très simple. Il suffit de s'informer et d'attendre le jour J pour tout simplement garder son enfant à la maison, pour aller pique-niquer ensemble, pour discuter avec ses amis et faire finalement ce que les parents font tout le temps avec ces gamins. Ce n'est pas plus compliqué. C'est-à-dire que ça relève de la responsabilité familiale. Sur le plan juridique, c'est inattaquable, mais sur le plan de l'efficacité militante, je le dis sans exagération, depuis les 40 dernières années, on n'a jamais vu quelque chose d'aussi efficace. Même la marche soi-disant pour l'égalité, donc fameuse marche des mœurs, à 100 000 personnes à Paris, n'a pas fait trembler le pouvoir de la même façon. Vous avez une mère courage, une Farida au fin fond de son salon de cuisine avec un petit PC, et vous avez des ministres qui tremblent, qui mentent. J'ai dit qu'effectivement, les JRE étaient la mère de toutes les batailles, que c'était une bataille discriminante parce qu'elle distingue le vrai du faux. Elle montre nos responsables locaux, nos responsables communautaires dans leur lâcheté, leur manque d'information, leur peur. Elle montre ceux qui sont courageux et qui vont jusqu'au bout. Elle montre un gouvernement d'un mensonge, plongé dans le mensonge, mais ils ont menti sur tout. Il n'y a pas de chômage. Ils ont menti sur la femme planquée du président, ils ont menti sur les chiffres, et là ils disent non, finalement elle n'existe pas. Mais bon, nous sommes à l'heure d'Internet. Tout le monde a pu voir les vidéos où M. Belkacem et Mme Payon n'arrêtent pas de vanter cette théorie du genre qui va permettre aux enfants d'apprendre à se désincarner des stéréotypes de genre. Eh bien, c'est le moment effectivement de dire que nous n'avons pas besoin effectivement de beaucoup de moyens. Et une mère courage, avec son PC dans son salon, a été capable de bousculer la République et ses dirigeants. Eh bien, des mères courage, il y en a partout. Et que tous aujourd'hui, dans notre petit salon, comme à l'époque des ventes Tupperware, on peut s'asseoir, discuter, regarder le net, regarder une vidéo ensemble, faire des pique-niques familiaux et se dire, mais c'est de nous que ça parle. Ça parle de nos enfants. Eh bien, nous pouvons être acteurs et actrices. Et je suis content qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup d'hommes autant que de femmes, parce que c'est effectivement l'énergie maternelle qui a poussé les JRE au départ. Et une maman en colère, avec l'instinct maternel, c'est pire qu'une tigresse ou un lion. Il ne faut pas s'en approcher. Et je pense qu'il faut partir sur cette base-là et recréer, et les JRE servent à ça, c'est qu'elles ouvrent des opportunités énormes. On peut retrouver le lien social perdu. On peut retrouver la solidarité intergénérationnelle entre les grands-mères et les parents et les enfants, qui a aussi disparu dans cette société. Les grands-mères sont disponibles, les grands-pères sont là, ils peuvent garder les enfants. On peut mobiliser des nouvelles formes de solidarité. On peut réactiver des associations endormies. On peut élargir le champ d'action et de compétences des structures associatives qui faisaient des activités diverses et qui étaient un peu dans la routine. Vous avez une occasion unique à la fois d'entrer dans l'histoire de France et de mobiliser les énergies pour changer sur le terrain et pour empêcher ce projet. Je terminerai tout simplement effectivement en rappelant que, comme l'avait dit Farida au départ, et c'est très important parce que j'entends aussi beaucoup de bruit, et beaucoup sont dans la spéculation, et beaucoup sont dans l'idée de vouloir plus ou moins profiter de cette dynamique, etc., par diverses accusations. Je suis intimement convaincu que si une analphabète qui a fait juste quelques études de couture
comme Fadela Amara, qui était effectivement une des figures du mouvement d'Iber à l'époque, a pu finir ministre, j'imagine ce que une militante comme Farida, avec son potentiel d'animation et d'encouragement et de mobilisation, aurait pu faire. Eh bien, si effectivement, à l'époque où on pouvait lui ouvrir un boulevard devant elle, elle n'a pas accepté de finir ministre, je pense qu'aujourd'hui, à moins qu'on la choisisse comme ministre de l'Instruction pour nos enfants, et c'est un autre débat, je pense qu'il n'y a pas besoin d'arguments supplémentaires pour prouver son honnêteté et son indépendance. Quant à ceux qui veulent continuer à vouloir simplement exister par la critique des JRE, nous leur disons « Continuez, vous finirez où nous avons commencé ». Merci. Merci Albert Ali. Quant à moi, je vais avoir un discours en deux parties. Donc je vais parler à la majorité des gens, tout le monde, toute confession confondue ou pas confession, enfin tout être humain sur Terre. Et ensuite, je vais finir mon discours sur les musulmans, étant moi-même musulman. Bien sûr, ce discours est aussi valable pour tous les croyants catholiques, juifs, bien sûr, etc. Alors, pourquoi un discours général? Parce que, alors, j'ai remarqué qu'il y a plein de gens qui ne savent pas, en fait. J'ai des amis extrêmement instruits, des bac plus 10, bac plus ce que vous voudrez, c'est des médecins, des pharmaciens, qui ont des discours, des dentistes aussi, beaucoup, qui ont des discours un petit peu nonchalants, oui, non, c'est pas grave, etc. Mais ils ne connaissent absolument rien de tout ce dont nous parlons. Alors, je me dis toujours, en premier abord, en première action à faire, les informer. À partir du moment où on est informé, je pense qu'on est apte, qu'on est capable de prendre les bonnes décisions. Donc là, on va parler éducation, on va parler pédocriminalité, on va parler du danger qui pèse sur nos enfants. Alors, vous l'aurez remarqué, exactement à l'instar du mariage pour tous, le gouvernement a camouflé pendant 6 mois, 9 mois, toute la faillite économique, la crise endémique, enfin, c'est le chômage, etc., par le mariage pour tous. On n'a parlé que de ça. Et aujourd'hui, on continue avec ce même... C'est toujours la même chose, hein, c'est un écran de fumée. Par contre, personne ne vous parlera de la faillite de l'école. La faillite totale de l'école, la débâcle de l'éducation nationale. L'éducation nationale aujourd'hui forme des illettrés. Pourquoi? Grâce à des techniques nouvelles qui ont commencé dans les années 60-70 et donc les 68 arts dégénérés, vous savez, tout est permis, ni Dieu ni maître. Ni maître, c'est le maître d'école aussi. Donc, le maître n'est pas là pour imposer. Il faut discuter. Alors, ils ont inventé plein de techniques. L'observation réfléchie de la langue. Allez comprendre. L'autodictée. Autodictée. Je me dicte à moi-même. Bon, le langage SMS existe depuis longtemps. Alors, j'ai ramené pour le prouver des bouquins d'enseignants que j'ai achetés. Jean-Paul Briguelli, La fabrique du crétin. Et vos enfants ne sauront pas lire ni compter, Marc Lebris. Journal d'une institutrice clandestine extraordinaire, Rachel Boutonnet. Vous savez ce qu'elle fait? Pourquoi elle est clandestine? Elle est au maquis, elle fait des dictées en cachette. Quand elle sort de sa classe de cours, elle efface le tableau pour ne pas laisser de traces. Elle fait étudier ses élèves sur des manuels scolaires recouverts de craft, pour qu'on ne lise pas, vous savez, avec les pochettes transparentes, qu'on ne lise pas le nom du manuel. Sophie Coignard, le pacte immoral, ça c'est une boucherie, hein, vous allez comprendre, ça c'est quelque chose, c'est la seule, c'est une journaliste, c'est pas une institutrice, c'est le seul livre écrit par une non, on va dire, enseignant et qui est exceptionnel. Ou La débâcle de l'école, c'est un livre à plusieurs auteurs, une tragédie incomprise. Vous avez écouté les noms, les mots utilisés, débâcle, faillite, etc. Donc, et pour prouver ce que je dis, ben, il suffit de faire des dictées. On a remarqué, par exemple, sur le plateau du Grand Journal de Canal+, Bachelot et Copé faire des autographes sur l'album de Tintin ou Astérix.
Ils ont fait pas des dédicaces, puisque c'est pas eux, ils ont fait un petit truc, une petite écriture sur l'album avec des fautes d'orthographe en 3-4 mots. Ils ne savent pas faire la différence entre le passé et le futur, ils mettent des S ou pas de S. C'est lamentable. On a vu des communiqués de l'Élysée avec 7 fautes d'orthographe. Alors ce que je regrette dans ces bouquins, vous savez que très souvent les professeurs sont communistes, hein. Donc ils ont toujours cette manie de la lutte des classes en expliquant que le peuple a accès aux écoles pas chères et que l'élite a accès aux bons lycées. C'est faux. C'est faux. Même les élites sont totalement dégénérées. C'est pas vrai. Ils font de très grosses fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe. Ils ont un vocabulaire extrêmement pauvre. Il suffit de les écouter. Bon, bref. Donc ici, nous avons l'épreuve factuelle. Vous n'avez absolument rien à me reprocher. Vous avez des choses à reprocher ou à dire ou à ce que vous voudrez, vous leur écrivez, c'est des gens qui existent. Brigelli, il passe très souvent à la télé, donc c'était même le nègre de plusieurs hommes politiques. Bref, donc vous avez ici les preuves de la faillite de l'école. Alors, franchement, je vous le dis clairement, vos enfants, occupez-vous-en, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, même si c'est pour moi le sujet principal. Refaites absolument tout à la maison, revenez à la méthode syllabique, hein, la méthode globale à la poubelle, donc vous refaites tout, sinon vous aurez entre les mains des illettrés. Et je vais vous le dire clairement, on ne refait pas l'orthographe, le vocabulaire, la conjugaison à 18 ans. Hein. Quand après c'est fini, on n'a pas le temps, on rejoint l'université. C'est terminé. Donc on a des bouquins, il y a une dame qui a écrit un livre de son parcours, une année, son journal intime à l'IUFM. C'est consternant. Consternant. C'est gravissime. Mais sincèrement, personnellement, c'est l'échafaud, je les abats tous. Hein. Ça n'a aucun sens ce qu'ils disent. C'est débile, mais d'une profondeur. Et ils sont nombreux à se mettre d'accord sur cette bêtise. Ils sont tous fiers d'eux. Alors, ça tutoie à tout va, il n'y a plus de respect, de l'autorité. C'est extrêmement subtil et d'une violence. Alors, bien sûr, vous êtes avec eux ou contre eux. Hein. Si vous êtes contre eux, vous n'aurez jamais votre diplôme, vous dégagez. Hein. Donc, c'est vraiment la fabrique du crétin. C'est une usine à gaz. Autre chose, Farida en a parlé, le divorce. Vous savez qu'aujourd'hui, on veut faciliter le divorce. Vous savez que maintenant, bientôt, le divorce, il se réglera avec un timbre fiscal au bar tabac. Hein. Vous irez acheter un timbre fiscal à 35 € et vous allez vous divorcer. Alors que tout le monde sait, absolument tout le monde, sait que les résultats scolaires des enfants de divorcés sont nettement inférieurs aux autres. Personne ne parle de cette problématique. Au contraire, on facilite le divorce. Il n'y a pas de conseillers conjugaux. Sur un coup de tête, je divorce. Il y a eu des histoires, des causes de divorce dans les tribunaux affligeantes de bêtises. Mais ça, on n'en parle pas. C'est pourtant la chute des résultats scolaires. Hein, ça, on devrait en parler. Non, il faut étudier le genre à l'école. Bref. Tout ceci n'est pas très sérieux. Donc, qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, écoute, si pendant la conférence, essaye de ramener l'épreuve factuelle de ce qu'on dit est vrai et que ce que disent les politiques est faux. Je vous rappelle, enfin, je viens de dire une bêtise, comment on appelle ça ? Ce que disent les politiques est faux. Je crois que, faut quand même, c'est un pléonasme, c'est pire que ça. Je vous rappelle qu'à l'Assemblée nationale, Jérôme Cahuzac, ministre du Budget, a commis un parjure. D'ailleurs, ils ont enlevé le parjure du code pénal parce que c'est tous des voyous. Il a dit, celui lui-même qui devait combattre l'évasion fiscale et les comptes à l'étranger, etc., il a dit devant la représentation nationale, 577 députés, il leur a dit qu'il n'avait pas de compte à l'étranger. Ce type a voulu revenir en tant que député parce qu'il a été viré du gouvernement. Donc ces gens-là sont des voyous. Lisez le casier judiciaire de la République. Aujourd'hui, hier sortait le sénateur Dassault, milliardaire de son État, sénateur, sortait d'une garde à vue, d'une tentative de meurtre. Donc il y a 2 autres gardés à vue, ils achètent les élections, comme ça se passe ici à Marseille, à coût de 50 € par vote, en manipulant d'ailleurs les Maghrébins au passage. Donc voilà ces gens. Balkany, dernièrement il y a une enquête sur lui, avec sa femme. Enfin, on parle de qui ? Il faudrait savoir de qui parle-t-on. Parce que si ces gens-là ont autorité sur vous, c'est que vous êtes perdus. Donc, ces gens-là sont venus, ils ont dit que c'était qu'une rumeur. La théorie du genre n'est qu'une rumeur. Ok, c'est qu'une rumeur. Je prends acte, c'est qu'une rumeur. Ok.
Courrier du Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Vous savez, le truc là qui n'existe pas, qu'aucune... Bon. Et qui nous sert de Premier ministre. Courrier à Najat Vallaud-Belkacem, 4 septembre 2012, 3 mois après les élections. Alors, je vais vous citer ce qu'il a dit. Hein. La détermination du gouvernement à assurer la mise en œuvre des engagements pris pendant la campagne présidentielle en matière de lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. Donc, on parle bien de théorie du genre. Donc, ce n'est pas l'orientation sexuelle, c'est l'identité. Il l'a dit, il l'a écrit. Vous savez, vous avez même la cote des archives, hein, document officiel, hein, 1250/12/SG. Voilà, donc ça, vous pouvez l'amener au tribunal. C'est une preuve, hein, preuve papier. Au niveau national, outre le projet de loi relatif au mariage entre personnes de même sexe, préparé par la garde des Sceaux et le ministre délégué, etc., depuis il est passé. Donc je vous rappelle que ces gens ont fait passer la promesse 31 de Hollande, le mariage homosexuel, et ça a été voté. Donc il faut quand même rappeler certaines choses. Au niveau international, écoutez ce qu'il écrit. La France saisira toutes les occasions pour promouvoir la dépénalisation universelle de l'homosexualité. Et là, nous sommes vraiment dans les écrits eschatologiques. Là, c'est divin. Hein. Là, on parle de Dieu, là, on parle de religion. Qu'est-ce qu'elle a à voir la France, ou c'est plutôt ses pitres, parce que ce n'est pas la France, hein, ces pitres pour aller dépénaliser universellement, c'est un discours maçonnique, hein, l'universalité systématiquement, l'homosexualité dans le monde. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Bon, toujours sous couvert d'égalité des sexes, de plus d'égalité, de plus de justice, etc. Par contre, entre-temps, il y a 50 000 enfants qui meurent de dysenterie, etc. Ça, personne s'en occupe. Hein. Il y a de quoi nourrir 12 milliards de personnes sur Terre. Ils sont en train de se faire bouffer par des mouches, les petits Africains. Personne s'en occupe. Mais il faut dépénaliser l'homosexualité, grand péché parmi les plus importants. Donc, je vais continuer pour finir. En lien étroit avec les ministres concernés, vous pourrez vous appuyer sur l'ensemble des administrations compétentes pour dresser un état des lieux, recenser les initiatives et les propositions les plus prometteuses et préparer un programme d'action gouvernementale contre les violences et les discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Courrier du 4 septembre. On va continuer. Là, nous avons Monsieur le ministre Payan. Monsieur le ministre Payan, le 4 janvier 2013. Alors ici, vous savez, il y a un principe dans les entreprises, dans les administrations surtout, c'est le papier à en-tête. Le papier à en-tête, c'est un papier qui possède l'identité de l'entreprise. Ça responsabilise, ça veut dire que ça vient de l'autorité. Ici, vous avez le ministère de l'Éducation nationale. Vous avez le drapeau, Marianne, c'est écrit, donc Paris, le 4 janvier 2013. Okay, c'est très clair, c'est écrit. Et là, il nous explique, je vous invite également à relayer avec la plus grande énergie, au début de l'année, la campagne de communication relative à la ligne Azur, ligne d'écoute pour jeunes en questionnement à l'égard de leur orientation ou leur identité sexuelle. Donc là, on est en plein dedans. Hein, et toujours, bien sûr, la lutte contre l'homophobie, comme si on tuait des homosexuels dans la rue tous les jours. Hein. On se croirait en Afghanistan. Hein. Hein, les homosexuels aujourd'hui tiennent les mairies de plusieurs grandes villes de France. Hein, et on est dans une ville qui en compte aussi. Hein. Donc il y a Paris, il y en a un, il vient de mourir il n'y a pas longtemps. Il y a plein d'homosexuels qui ont le pouvoir dans les médias, j'en parle même pas. Enfin, je ne vois pas ce qu'on leur fait, quoi. Ils font leur vie, on fait la nôtre, tout va bien jusqu'à présent. Ils créent du trouble à l'ordre public. Donc monsieur le ministre Vincent Payan, franc-maçon de son État, qui nous explique qu'il faut faire la guerre au catholicisme, qu'il faut faire la guerre à Dieu, et que l'homme est le dernier recours pour l'homme Dieu. Et c'est exactement la définition de la promesse satanique, entre guillemets. Donc, ici, vous avez un document aussi officiel, Commission nationale consultative des droits de l'homme, République française, CNCDH, avis sur l'identité de genre et sur le changement de la mention de sexe à l'état civil. Alors, la première concerne donc la définition de la place de l'identité de genre dans le droit français. La seconde porte sur les conditions de modification de la mention de sexe dans l'état civil. C'est pourquoi le CNDH estime nécessaire une refonte de la législation française concernant l'identité de genre et le processus de changement de sexe à l'état civil. Est-ce que c'est clair? C'est clair. On parle d'identité de genre, encore un truc du gouvernement.
Ici, nous avons le rapport Téchenet. Le rapport Téchenet, alors M. Téchenet Michel, c'est un homosexuel qui vit en couple avec un homme, qui a été dans les bagages de Lionel Jospin depuis les années 80, qui était son conseiller parlementaire, etc., et qui a, c'est un franc-maçon patenté, clairement, et qui a monté une organisation qui s'appelle Homosexualité et Socialisme en 1984, c'est dire. Et là, vous avez la preuve factuelle que le lobby homosexuel existe et qu'il fait changer les choses au gouvernement, qu'il a ses entrées au gouvernement et qu'il fait changer les choses par ce rapport de 80 pages que personne n'a lu et que tout le monde commente, curieusement. Alors moi, je vais vous lire un truc. Alors j'ai dit au copain, je lui ai dit, d'ailleurs que je salue, s'il m'écoute, je vais lui dire de regarder la vidéo, je lui ai dit, tu sais, il y a des LGBT, des associations qui viennent éduquer les enfants à l'école. Jamais de la vie, ça ne va pas que si tu racontes n'importe quoi. Ok. Page 21 du rapport Téchenet. Rapport Téchenet, vous tapez Téchenet, vous tombez dessus, c'est le PDF, page 21 en bas. Alors, des liens avec les partenaires à renforcer, c'est le titre du chapitre, les interventions en milieu scolaire. IMS, ça veut dire intervention en milieu scolaire. En bas, le bas de page, le nombre des élèves, ça c'est une rumeur, hein, c'est une rumeur. Le nombre des élèves de l'enseignement secondaire qui ont bénéficié d'une IMS, intervention en milieu scolaire, de sensibilisation aux discriminations LGBT, par les associations du mouvement LGBT l'année dernière, rapport de 2013, donc on parle de 2012, est estimé aux environs de 25 000 élèves. Donc ça c'est au stade de la rumeur. Donc quand ça sera effectif, ça sera 100% des élèves. Donc vous avez un transsexuel, hein, il fait ce qu'il veut de sa vie, moi ça ne me dérange pas, hein, qui va venir éduquer mon fils. Non mais ça va pas. Vous avez perdu la raison. C'est impensable. Je continue. Alors ici vous avez... Alors, il faudrait peut-être rajouter pour les associations concernées qu'il y a 4 ou 5 associations, dont SOS Homophobie, qui avaient effectivement un agrément éducation nationale pour intervenir dans les collèges pour parler de ces questions-là, dont d'ailleurs il y a l'une d'entre elles qui a, en l'occurrence SOS Homophobie, il y a eu un article dans le Parisien cette année, a eu son agrément qui a été retiré du fait qu'ils sont sortis soi-disant de leur neutralité, hein, donc c'est-à-dire qu'ils ont été un peu plus loin que ce qu'ils devaient déjà dire et que a priori est choquant, et finalement via les réseaux et les réseaux internes et le lobby gay au sein du gouvernement et du pouvoir, ils l'ont réussi à le récupérer depuis que les socialistes sont arrivés. Parce que tout ça, en plus, il donne dans le document de Téchenet la technique pour avoir des agréments. Hein, pour avoir des agréments, parce que c'est compliqué, il faut écrire il y a des trucs, des documents, il faut les envoyer, les remplir correctement, et on vous donne cet agrément, et après vous envoyez vos... Alors là, c'est là où c'est impressionnant. Vous voyez, ces groupements sont organisés. Donc ils préparent, c'est prémédité tout ça, hein, ils sont nombreux, 25 000, ça veut dire qu'il y a beaucoup de classes qui ont été visitées. Et je leur tire chapeau. Moi je respecte les ennemis costauds, je leur tire chapeau. Qu'est-ce que nous on est capable de faire en face? Alors, deux documents, éducation contre l'homophobie dès l'école primaire. Ça, c'est le rapport du SNUP-FSU, c'est le syndicat des enseignants. Alors, déjà ça, c'est hors jeu. Au foot, vous savez, c'est hors jeu, on arrête l'action. C'est un syndicat qui est censé combattre et améliorer les conditions des travailleurs. Depuis quand un syndicat s'occupe des programmes scolaires? Alors, il faudrait qu'on m'explique. Moi, je croyais que les programmes scolaires, ils étaient faits par les grands lettrés de la nation, à la rue de Grenelle, avec des gens intelligents qui ont fait 20 ans, 30 ans de métier et qui se disent, voilà ce qu'il faudrait qu'on fasse de bien ou qu'on évite, qu'on enlève ça parce que c'est pas bien. D'accord? Alors, en fait, on se rend compte que l'enseignement national, le ministère, est une entité qui fonctionne toute seule, sans ministre. D'ailleurs, Gilles de Robien, quand il a décidé en 95 ou 96 de mettre fin à la méthode globale, il a écrit un décret qu'il a balancé comme ordre d'application qui n'a jamais été appliqué. C'est-à-dire cause toujours. On a un système, la plus grosse entreprise du monde, je crois, c'est l'éducation nationale, avec c'est des milliards et des milliards, qui fonctionne, qui est autonome. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas la changer avec un ministre. Hein. Et autre anecdote qui me vient à l'esprit là, qui me vient à l'esprit à l'instant, c'est le pacte immoral de Sophie Coignard. Elle explique que Bayrou, il était tellement déprimé quand il était au ministère de l'Éducation nationale, qu'il jouait au ping-pong dans la cave.
pour passer le temps. Ça, c'est des anecdotes, je pense, qui ont un sens. Dernier document officiel. Vous savez que la théorie du genre est imposée dans le monde entier par les organisations onusiennes. Organisations onusiennes financées dès le départ par la franc-maçonnerie et notamment Rockefeller David qui a offert les locaux de l'ONU. Rockefeller David, j'en reparlerai tout de suite après, qui a financé les travaux d'Alfred Kinsey, pédocriminel qui a initié les identités de genre aux États-Unis dans les années 50. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce document de l'OMS ? L'OMS, l'UNESCO, etc., tous, ils ont travaillé là-dessus et ils veulent imposer, comme le disait très bien Christine Boutin dans ta conférence de presse, maintenant les pays pauvres et miséreux, s'ils n'appliquent pas ces programmes à l'école, on ne leur donne plus d'aide. On leur donne plus de fric, par exemple pour leur système de traitement de l'eau, pour la maladie, pour les traitements de maladies, etc., ou je ne sais quoi d'autre pour l'agriculture. C'est-à-dire on va leur dire soit vous appliquez l'identité de genre, soit on ne vous donne pas le fric. Donc ça déjà c'est un chantage immonde, c'est immoral. Alors ça par contre heureusement que vous êtes assis, parce que là vous allez tomber de votre chaise. Page 38. Tous ces documents seront affichés, incrustés à l'écran de la vidéo qui va être filmée, qui va être montée à la fin de cette conférence. 0-4 ans, c'est un petit tableau, vous savez, c'est très sympa comment on fait bien les tableaux avec des couleurs pastel, c'est très bien fait. Alors de 0 à 4 ans, il faut leur apprendre le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce. La découverte de son propre corps et de ses parties génitales. Silence s'il vous plaît, écoutez bien parce que c'est très important. Le fait que le plaisir lié au contact physique est un aspect normal de la vie de chacun, la tendresse et le contact physique comme une expression de l'amour et de l'affection, les rôles sexuels de 0 à 4 ans. Moi, j'appelle ça un pédocriminel. Moi, on fait ça avec mon fils, je vous tue. Je m'en fous des conséquences. Il faut bien clarifier les choses. Je vous tue physiquement, je vous ôte la vie. Clairement. Je m'en fous des conséquences. Et en plus, vivant à Babylone, il n'y a pas de peine de mort, donc ça règle mes affaires. 4 à 6 ans. Page 40. Page 40. Vous pouvez vérifier ça, vérifiez-le. Si j'ai tort, dites-le moi. Dites-le moi. Page 40. Les mythes relatifs à la reproduction, par exemple, dans certains pays, on dit que les bébés sont apportés par la cigogne. Non. De 4 à 6 ans, il faut expliquer le rapport sexuel, la pénétration. C'est intelligent. Où est l'innocence dans tout ça ? Pourquoi tu pleures, papa ? Parce que je suis au chômage. Parce que racontez tout à vos enfants. Faites-les déprimer. Bande d'abrutis. 6-9 ans, page 42. Les changements physiques, menstrues, éjaculation, variations individuelles au cours du développement. 6-9 ans. 6-9 ans, monstrueux, on est loin des monstrueux là, on est loin de la puberté. Les choix possibles en matière de parentalité, grossesse, infertilité, adoption. On peut planifier et décider d'avoir ou non une famille, les différentes méthodes de contraception, les maladies liées à la sexualité. 6-9 ans, on va parler de shot piece. C'est super intéressant. 9-12 ans, page 44, la première expérience sexuelle, l'orientation sexuelle. Ça s'appelle la sexualisation de l'enfance. C'est ce que fait un lobby pédocriminel qui s'appelle le Love Child depuis des dizaines d'années dans le monde entier. Ils veulent sexualiser l'enfance. Qu'est-ce que l'enfance ? Ce sont que des anges. Okay, c'est ce qui, vous savez, dans le Coran, on dit Zinat Hayat Dunya, c'est les enfants, c'est ce qu'il y a de plus sacré, de plus saint, c'est ce qui égaye. Vous rentrez du boulot, vous voulez vous suicider, vous regardez le sourire d'un enfant, vous êtes rechargé immédiatement. Et c'est ce qu'ils veulent vous enlever. C'est ce qu'ils veulent vous enlever. Ce sont des pédocriminels. C'est ce qu'a écrit Kinsey. C'est ce qu'a écrit Kinsey il y a quelques 50 ans. C'est ce qu'il a écrit, on le sait maintenant, financé par Rockefeller. Donc tout est lié. Rockefeller qui finance Kinsey il y a 50 ans et aujourd'hui l'ONU qui veut imposer les travaux de Kinsey à l'international. N'est-ce pas là le projet d'un gouvernement mondial anti-religieux ? C'est clair, c'est signé. Et je vous rappelle les mémoires de Rockefeller qui s'en vantent. Donc, je vais finir par ce petit document pour bousculer. Alors, c'est un petit, comment on appelle ça, un petit
Un document qui rassemble, comment on appelle ça, une brochure. Alors pour bousculer les stéréotypes filles-garçons, 92 albums jeunesse. Donc aujourd'hui, au commerce, vous avez 92 albums jeunesse qui vont parler de ça donc, aux enfants. Donc c'est extrêmement sérieux, fabriqué de loin, etc. Alors, 2 points pour finir. Pourquoi tout ceci ne choque personne? Surtout le gouvernement. Ben, c'est pas compliqué. N'avions-nous pas des pédophiles assumés au gouvernement? Frédéric Mitterrand, la mauvaise vie, il va se taper des enfants de 5-6 ans en Thaïlande ou à Hammamet en Tunisie. Je vous le signale. Pour les Tunisiens fiers, lors d'un passage de Frédéric Mitterrand chez eux, qui règlent leur compte. Daniel Cohn-Bendit n'a-t-il pas écrit dans son livre Le Grand Bazar qu'il s'amusait à s'ouvrir la braguette avec des enfants de 3-4 ans? Il en a fait même une émission télé chez Pivot il y a une quarantaine d'années. 82. Jack Lang, n'est-ce pas Roger Hollendre, résistant français célèbre, qui l'a accusé dans l'affaire du Choral d'avoir participé à des partouzes criminelles pédophiles? Au niveau des artistes, ça a choqué qui quand Polanski a violé une gamine? Il a drogué, sodomisé une gamine de 13 ans. Il s'est sauvé des États-Unis et quand la Suisse l'a rattrapé, tout le monde est accouru à son secours. Un pédocriminel. Michel Pollack, le grand présentateur de télévision, dans ses mémoires aussi, son journal intime, n'a-t-il pas écrit qu'il a couché avec un débile mental, un enfant attardé, de 10 ans? Michel Pollack. Tout est vérifiable sur Internet. Woody Allen n'a-t-il pas épousé sa fille adoptive? Son enfant aujourd'hui dépose plainte contre lui pour rapport sexuel. Woody Allen, c'est le bon Dieu en France. Woody Allen, il pourrait violer un enfant au journal de 20 heures, il n'y a pas un flic qui le mettrait en prison. Gabriel Matzneff, c'est le prix Renaudot Essai de cette année. Gabriel Matzneff a écrit dans des dizaines de bouquins son amour des enfants. Et il a une chronique dans Le Point, avec Le Point de Franz-Olivier Gisbert, et toute la clique, qui s'appelle Le diable dans le bénitier. Le diable dans le bénitier, vérifiez-le. Tout est dit, ces gens ne se cachent pas. Il a reçu le prix Renaudot, un pédocriminel. D'accord? C'est un pédocriminel. Ce type, il a des rapports avec des enfants. Pierre Berger, le milliardaire qui possède le journal Le Monde, n'a-t-il pas dit que les femmes enceintes, c'était, concernant les mères porteuses, donc qui vont vendre leurs enfants, elles étaient égales à des femmes qui allaient travailler à l'usine. Donc ici, nous atteignons le summum de l'immonde, la marchandisation de l'être humain. C'est-à-dire qu'en France, vous n'avez pas le droit de vendre un organe, vous n'avez pas le droit de vendre un rein, par contre, vous pouvez acheter un être humain complet. C'est vous dire l'absurdité de ces gens. Je rappelle que la première expérience, une des premières en Nouvelle-Zélande, a été faite par un certain docteur Monet lors d'un ratage de circoncision d'un gamin, de 2 jumeaux. Donc il leur a dit aux parents, bon, vous lui dites que c'est une fille, c'est pas grave, David, vous l'appelez Brenda. Donc ils ont menti aux enfants, les 2 enfants se sont suicidés. Okay, donc c'est l'affaire du docteur Monet, je vous invite à la consulter. Concernant Kinsey, je vous invite à aller consulter les travaux de Judith Reisman. Judith Reisman, qui est une juive américaine extrêmement documentée et active dans le domaine du genre et de la lutte contre cette théorie abjecte et dégénérée, et qui soutient, lors de la conférence mercredi de Farid Abelgoul et des JRE, elle soutient le mouvement des JRE. Allez voir ses vidéos, elle a écrit des livres, malheureusement, en anglais. Pour finir, La théorie du genre expulsée de Norvège, c'est un documentaire extraordinaire qui a été réalisé par un type pour prouver l'absurdité de cette théorie, factuellement par des études scientifiques sur des centaines de milliers de personnes. Des centaines de milliers de personnes, des études par des universités réputées en Angleterre, aux États-Unis, etc., qui prouvent que c'est totalement absurde qu'un enfant de 2 mois, de 2 jours, garçon était déjà différent d'une fille. Lors, par exemple, de la fixation d'images, par le choix des jouets, alors que rien ne leur a été préalablement dit. Donc tout ceci est scientifiquement absurde. Ces gens sont des négationnistes de la biologie.
Ce sont des négationnistes du réel. Ils nient la réalité du fait répétable et reproductible qui fait la science des universités d'aujourd'hui. Hein, la science, c'est quelque chose de précis. Ils nient la science pour faire rentrer une idéologie, une doctrine mortifère dans notre société. Donc, maintenant, je vais finir par deux choses très importantes. Donc, d'abord, le vote. Alors, bien sûr, on vous dira tous, on vient de dire que j'étais d'extrême droite. C'est le MRAP qui dit ça, je vais les traîner en justice, ça va être vite réglé cette affaire. Donc, alors je vous explique clairement les choses. Hein. Ça a été dit par Farida, mais je vais le répéter quand même. Le rappel est utile aux croyants. Moi, j'appelle clairement à ne jamais plus voter de votre vie. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voter, c'est un acte, pour moi, intellectuellement débile. Parce que ça ne changera jamais rien. Comme disait Coluche, si ça servait à quelque chose, ça aurait été interdit. D'accord ? Secondo, la peur. Et là, je vais finir. Alors là, pour moi, ma position, elle est simple. Elle n'engage que moi. Hein. Moi, je refuse de discuter de tout ça. C'est non. Point. Oui, mais venez, on va en discuter. Je n'ai rien à vous dire, c'est non. Si vous commencez à discuter comme l'a fait le zozo de Tariq Ramadan avec l'imam homosexuel de Paris, là, si vous commencez à discuter avec une hérésie aussi grossière, vous lui donnez du crédit. C'est non. C'est vous, c'est moi. Il n'y a pas de place pour nous deux sur cette planète. C'est vous ou c'est moi. C'est clair. Et concernant la peur, je comprends que des gens puissent avoir peur. Alors moi, je vais vous dire clairement les choses, et là, je vais m'adresser pour finir aux musulmans. Moi, je n'ai pas peur de Dieu, je vous le dis clairement. La peur, pour moi, c'est un truc d'humain à humain. Moi, quand je pense à Dieu, sincèrement, je vous le dis clairement, je suis terrorisé. Je suis terrorisé. Quand je calcule les distances entre les étoiles, quand je vois une abeille voler, la rapidité des ailes, ces petits poils, ces millions de poils, le miel, je suis terrorisé. Alors que pour qu'une institutrice qui fait 4 fautes d'orthographe par ligne vienne me faire peur en me menaçant alors qu'elle est en totale illégalité, qu'elle n'a pas le droit de faire ça, c'est du harcèlement. Et là, je vais redonner la parole à Farida pour vous parler justement des représailles. C'est que, franchement, en tant que musulman, chers congénères, vous avez raté un virage. Nous sommes des musulmans et nous ne craignons que Dieu l'unique. Et s'il faut mourir, on mourra. Puisque c'est la première et unique promesse que l'on nous fait le jour de notre naissance. C'est la mort. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur cette planète va mourir et ne persistera que la face du Seigneur. Donc soit maintenant vous prenez vos responsabilités pour combattre ce plan satanique. C'est un plan satanique, chers amis. Là, on est vraiment à la fin du fin. Le plan est mondial, c'est historique, ça ne l'a jamais été d'histoire d'humanité. Hein. Quand il y avait des décadences, elles étaient régionales. Maintenant, il y a les satellites, la pornographie a atteint tous les foyers. Cette idéologie, grâce à l'ONU et au siège des États, a atteint tous les foyers. Ils sont tous corrompus, ils partent tous ensemble gaiement. C'est des pourritures. Alors je vous le dis clairement, hormis quelques imams intègres, je vous le dis clairement, vous êtes des brebis égarées. Vos imams sont corrompus. Hachali Meistelch. Vos imams sont corrompus. Je vous le dis, il y a une ligne rouge. C'est la ligne des JRE. C'est la théorie du genre. Ceux qui ne se prononcent pas sont contre Dieu. Ceux qui ne se prononcent pas contre la théorie du genre sont contre Dieu. Il n'y a pas de stratégie avec Shaitan. Tariq Oubrou a dit que si je pouvais discuter avec Satan, je discuterais. On ne discute pas avec Lucifer. Lucifer est quelque chose, c'est pas un être humain, c'est quelque chose d'extrêmement intelligent. On ne bat pas, un être humain ne peut pas battre tout seul Lucifer. Il lui faut l'aide de Dieu. Arrêtez de rêvasser. Réveillez-vous, la situation est extrêmement grave. Alors je vous le dis clairement, il y a 2 gains, 2 possibilités. Il y a un seul gain et une perte. C'est Nar ou l'El-Jannah. Il n'y a pas d'autre possibilité. L'enfer ou le paradis. Nous sommes, pour moi, je considère que c'est la mère des batailles. C'est la fin.
Il n'y a rien d'autre. Il n'y a jamais eu sur cette planète, il n'y a jamais eu sur cette planète autant de désordre, autant d'humiliation, autant de hugra, autant de vols, de corruption, de rapines, de viols. Il n'y a jamais eu autant de désordre sur cette planète, sachant que des villes entières ont été terrassées pour beaucoup, beaucoup moins que ce que l'on fait aujourd'hui. Donc j'en appelle aux hommes de bonne volonté, aux imams, de prendre leurs responsabilités, même s'ils ont des cartes de résidence. Parce que le salut n'est pas dans la carte de résidence. Le salut est dans la soumission au Très-Haut. J'en ai terminé.